Alors, bienvenue à la dernière semaine de lecture publique. Cette semaine, c'est un peu particulier puisque je vais lire des extraits de mon nouveau roman, L'héritage du Camille, qui n'est pas encore sorti, qui était supposé sortir le 7 avril, donc tout prochainement. Mais avec la situation, mon éditeur a décidé de retarder la publication, en fait, de retarder le lancement, étant donné que les livres passent un peu dans le vide en ce moment, donc je trouve que c'est une très bonne décision. Je suis très contente que l'éditeur ait décidé de retarder cette publication. On ne sait pas jusqu'à quand, mais ça devrait être dès que les choses se sont un peu apaisées. Donc, il est possible de précommander le livre, en fait, sur le site web de Québec Amérique. La livraison est offerte, donc profitez-en. Sinon, c'est possible aussi de le précommander sur à peu près toutes les plateformes. Et j'ai appris la nouvelle aussi, parce que l'héritage du Camille se passe dans le même monde que Les Fleurs du Nord et que L'ombre du Shinobi. Donc, j'ai appris que Les Fleurs du Nord, en ce moment, sur le site web de Québec Amérique et sur toutes les plateformes aussi, est à 5 en version numérique. Donc, si vous voulez commencer à lire un peu ce livre-là, c'est un bon moment pour le faire jusqu'au 15 avril, donc il est en spécial. Pour l'héritage du Camille, donc les extraits que vous allez avoir ce soir sont des extraits inédits, puisque le livre n'est pas encore disponible. J'en ai une copie entre mes mains. Et je sais, j'en ai offert une à la personne à qui ce livre est dédié aussi. Donc, Claude aussi en a une copie entre ses mains. Et sinon, c'est tout. Donc, ce que vous allez entendre, c'est inédit. Et aussi, je dois préciser que ce n'est pas pour les enfants, la lecture de ce livre. Donc, ça commence assez raide. Donc, vous allez voir tout de suite. Mais j'aime beaucoup comment ça commence. Donc, le livre met en scène, si on veut, Inari. Inari est un dieu, un kami en japonais. Un kami, c'est pas tout à fait un dieu, c'est comme ça qu'on le traduit en français, mais c'est plus complexe que ça pour les Japonais. Et c'est un dieu renard, donc vous voyez que le renard est ici, qu'on connaît bien parce que ces temples, les sanctuaires en fait, Shinto, la religion du Japon, donc l'entrée sont marquées par des grandes portes rouges qui s'accumulent dans la montagne à Kyoto. C'est un des temples, c'est le plus grand de ce dieu, de ce kami-là, qui s'appelle Fushimi Inari, qui est très 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 connu, très 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 couru habituellement aussi. Inari est un kami qui peut à la fois être un homme, mais aussi une femme, et le dessinateur, Joshua Fortier, bonjour Joshua, a fait le dessin tout dernièrement en version féminine de ce kami. Donc, je ne sais pas lequel vous préférez. Personnellement, j'hésiterais. Avec qui vous partiriez, je ne sais pas trop. Mais bref, je le remercie pour la version féminine. Parce que le dieu, à l'intérieur de mon livre, à l'occasion, change de forme, mais il est plus souvent en version masculine dans ce cas-ci. Donc, c'est pour ça que la couverture, c'est en version masculine. Alors, on va commencer. Donc, la lecture de L'héritage du Camille. Merci beaucoup d'être là ce soir aussi. Alors, première chronique, l'ouverture des écluses. Proverbe japonais. Le futur est dans l'ombre. Prologue. Le fer et le feu. Près de la capitale du Sud. Sous la force du geste, la cloche du sanctuaire réagit à la fureur de la jeune fille, et le son résonna très loin dans la montagne. Immobile derrière elle, sa maîtresse ne lui reprocha pas de tenter d'attirer l'attention d'un kami pour la réalisation de son vœu. C'était enfantin, mais ce n'était pas interdit. Quand ce serait son tour, elle demanderait au dieu que les hommes qui se succéderaient sur la couche de sa nouvelle protégée aient la jouissance brève afin qu'elle puisse additionner les portefeuilles. En ouvrant la porte coulissante de la chambre, ce matin, elle n'avait eu aucune pitié pour la grimace qui avait échappé à l'endormi qui s'asseyait sur le futon, se contentant de dire « C'est un triomphe d'avoir transformé la paysanne sans grande beauté et si peu obéissante que tu étais à ton arrivée en une prostituée acceptable de Minamito. » Elle avait été fière quand elle avait croisé le regard de la petite, mais elle avait vite détourné la tête. Elle n'était jamais arrivée à maîtriser le feu de ses yeux-là, et elle n'en comprenait pas la portée. Car le plan de sa protégée était prêt. C'était ce soir qu'elle utiliserait le petit brasero sous le thé pour déclencher un incendie. Le feu, c'était la peur première dans cette ville surchargée de maisons de bois.
La vue d'une flamme déclenchait la course vers l'eau. Le feu n'aurait probablement pas le temps de faire des dégâts sérieux, car l'odeur trahirait rapidement le danger, mais elle pourrait tenter de fuir. Elle se souvenait de la liberté, les courses à travers les rizières pour rattraper son père, la soupe qu'elle préparait avec sa mère. L'enfant qu'elle était se soumettait aux dictats parentaux, obligée d'aider et de travailler. Mais prendre les grains de riron et les écraser entre ses paumes mouillées, c'était un jeu. Planter les pouces dans l'eau calme qui reflétait le ciel, en rang bien aligné, les deux pieds dans l'étang vivant, c'était un défi entre son père et elle. Il gagnait toujours, en finissant la tâche bien avant elle. Puis, il y avait eu l'été de ses 10 ans, celui où le froid s'est abattu sur la plantation, ruinant les récoltes. Le nouveau jeu, celui de la faim, n'était pas aussi drôle. Le corps amaigri dans ses vêtements trop grands, son père l'avait emmené en ville et avait cogné à une porte de bois. Il y avait eu un instant de flottement. Une ombre valsait dans les yeux du père, mais elle n'en avait pas saisi la raison. Plus tard, quand elle avait compris la trahison dont elle avait été l'objet, elle avait souhaité sa mort à lui, et celle de sa mère, qui avait accepté de vendre sa fillette plutôt que de proposer son propre corps aux hommes pour que les siens aient à manger. Confiante, elle était entrée dans ce sombre espace, et elle avait tout perdu. Son nom, sa liberté, son avenir. La jeune fille était comme une aveugle qui avait déjà vu, mais qui avait perdu ses yeux. Elle était celle qui avait connu la liberté, et qui ferait tout pour la retrouver. Sa maîtresse s'en doutait. Elle la surveillait, dormait près d'elle, l'avait habillée de kimono simple mais propre. Elle lui avait montré ce qu'il faut savoir pour plaire aux hommes, pour être belle, désirable. Mais la jeune fille en avait toujours fait le moins possible. Elle ne voulait pas être prête. Alors, elle avait été battue. Juste assez pour que les marques disparaissent de son corps, devenu marchandise depuis la veille. Sur son visage juvénile, un sourire monta à la pensée du feu qu'elle allumerait ce soir. Ce n'était pas la première fois qu'elle y pensait en préparant le thé. Mais elle n'avait jamais eu le courage. Maintenant, plus rien ne pourrait l'en empêcher. Le tintement de la cloche du sanctuaire d'Inari résonna une dernière fois. Elle frappa dans ses mains à 2 reprises. Un mouvement blanc près de la statue du dieu renard attira son œil. Pourtant, il n'y avait personne là. Toutefois, elle remarqua, camouflée parmi les fruits et le riz posés près du dieu renard, la lame d'une dague, enfoncée dans la corbeille de bambou tressé. L'arme était offerte à son regard, sans gêne, insolente. Elle avait préparé un plan pour s'évader, mais pour la première fois en 2 ans, elle avait un choix. Le feu ou le fer, il fallait trancher. Sa tête se pencha bien bas pour rendre hommage à l'extraordinaire alternative qui se présentait. Puis elle tendit la main vers la corbeille et empoigna la dague. Sans hésitation, elle se tourna ensuite vers sa maîtresse. Le fil de la lame glissa si gracieusement sur le cou. N'eût été la façon brusque dont la dame s'effondra sur le sol, la danse aurait été parfaite. Le sang se répandit sur les pierres du sanctuaire comme une offrande. C'était si beau. Elle avait fait le bon choix. Jamais le feu n'aurait pu dessiner de si belles arabesques. Le poids de l'esclavage de la jeune fille s'évapora en même temps que la vie de sa maîtresse. Le silence marqua ce début de liberté et l'enchaînement à d'autres démons. La dague resta stable dans sa main, comme si elle avait été faite pour elle. Elle devait partir pour éviter d'être vue par les prochains pèlerins. Sa pensée s'échappa alors hors du sanctuaire et de la cité. Dans la montagne, elle remarqua un animal blanc qui arrêta sa course et qui la fixa. La pensée qui sautillait dans son esprit se calma en même temps que la créature. Voilà les monts qui bordent les terres de sa famille. Tout près, il y a ces gens qui l'ont vendu. Une vague puissante l'envahit. Elle balaya toutes les humiliations, sauf une. Elle prit le sentier vers la campagne. Une vapeur orange s'étendit des montagnes jusqu'aux champs. Un typhon se préparait. Elle le devina à la lumière du soleil qui tentait péniblement de s'infiltrer dans l'atmosphère pesante. Elle ne croisa personne durant sa marche. Elle arriva en bordure de la rizière paternelle au début de l'après-midi.
L'homme qu'elle haïssait tant lui tournait le dos, penché sur les pouces bien alignés de l'étang. Le sang avait séché sur sa main, couvrant son poing comme une chape protectrice. Elle serra un peu plus fort la dague et s'approcha. Le pourtour de la terre mouillée entre les parcelles cultivées s'écrasa sous ses pieds. Le bruit attira l'attention de l'homme qui se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais que fais-tu ici » Pensa-t-il vraiment obtenir une réponse? Il vit le feu dans ses yeux, mais contrairement à la maîtresse, il comprit la menace. Il recula pour éviter la dague et lui prit le bras. Il était fort, ce père. Il savait la porter sur ses épaules lorsqu'elle était enfant. Le souvenir attisa sa rage et elle mordit la main qui la retenait. Il libéra son bras et elle frappa de toutes ses forces au cœur. Mais la lame glissa sur une côte et l'homme se recroquevilla. Quand il leva la tête vers elle, une main devant lui, le visage effrayé, elle frappa de nouveau. Le couteau devint chaud entre ses doigts. L'homme tomba dans la couche d'eau. Grâce à sa vie fuyante, la rizière sembla se transformer en un incendie majestueux. « Il y a des façons moins jolies de mourir, » se dit-elle. La petite habitation de bois de ses parents était tout près, là où vivait la femme qui avait été sa mère, et qui n'avait su ni lui dire au revoir, ni se sacrifier pour elle. Elle entra sans bruit dans la cabane misérable qui servait de maison, s'assurant de ne pas trahir sa présence. La femme ne l'entendit pas. C'était une lâche qui lui faisait pitié. Cette mère ne méritait pas de voir le feu dans les yeux de sa fille. Quand le fer la toucha, la surprise la paralysa et elle s'effondra rapidement, sans voir ce que sa fille était devenue. La manche de son kimono s'embrasa en touchant le brasero central. La jeune fille laissa la flamme dévorer ce corps qui avait abandonné son enfant pour sauver son honneur de femme. La longue marche et la nuit d'outrage qui l'avait précédée avaient épuisé ses ressources. Quand elle sortit de la maison, elle sentit ses jambes trembler. Encore une fois, l'animal blanc était là, au pied des montagnes, immobile. C'était un renard. Le vent se leva et la poussa vers le chemin du sanctuaire. Elle l'écouta et se mit en marche, car elle avait l'impression qu'il la portait. Avant d'entrer dans les monts, elle se retourna. La maisonnette en feu se reflétait dans la rizière. L'étrange aura orangée de ce jour l'accompagna jusqu'au sanctuaire. Le typhon était presque là, mais le ciel était encore dégagé. Pourtant, phénomène paradoxal, l'eau tombait du ciel. Les gens sentaient instinctivement la présence du kami-renard incarné. Les mères crièrent à leurs enfants de rentrer à la maison. Les moines coururent dans les pavillons pour se mettre à l'abri. Les fous et les chiens se mirent à hurler de terreur. Quand le dieu passe, le vent se hisse comme une voile, aussi haut que la frayeur qu'il déclenche. La partie animale de l'humain sait et fuit, normalement. Devant les portes rouges du sanctuaire silencieux où elle avait repris une liberté ravagée, les complaintes du vent avaient remplacé le calme du matin. Elle fut obligée de s'arrêter, car le renard blanc se tenait sous l'arche qui dominait le sentier. Des arcs rouges étaient dessinés sur sa fourrure, comme sur la statue du sanctuaire. Elle comprit qui il était. En avançant vers elle, il prit forme humaine et devint un homme, vêtu d'un kimono immaculé où s'entrelaçaient les zébrures rouges de la fourrure du renard, avec de longs cheveux blancs retenus derrière ses oreilles, les ongles de ses doigts juste un peu trop longs pour être normaux. Elle n'avait pas peur. Il lui tendit la main. « Si tu m'accompagnes, je te donnerai ce que tu souhaites. » Elle caressa la dague entre ses doigts en souriant. C'était le deuxième choix que le kami lui offrait aujourd'hui. Elle fit un pas vers lui et, sans lâcher le fer, elle suivit le feu. Pendant ce temps, dans la capitale nordique, ce fut une simple ondulation à la surface du thé vert qui attira son attention. Une courbure à peine visible qui avait brisé le reflet parfait de l'eau. Rien d'anormal dans un pays où les séismes petits et grands faisaient régulièrement tanguer la terre. Mais Tatsumi avait froncé les sourcils. Le moment où l'ondulation était apparue semblait étrange. Comme si l'eau avait répondu à la pensée qu'avait eue la jeune femme en remarquant les volutes de fumée du thé trop chaud que sa mère avait déposé devant elle. Elle avait imaginé souffler doucement sur le liquide, et l'eau avait bougé. Elle jeta un coup d'œil à sa famille.
Personne n'avait remarqué son inquiétude. Ses parents discutaient avec son frère jumeau, qui avait la parole très animée, comme à son habitude. Tatsumi reporta son attention sur l'inoffensif thé vert devant elle, devenu tout à coup une menace. Elle ne voulait pas des pouvoirs de sa famille. Elle n'en avait jamais voulu. Son grand-père et sa mère contrôlaient le feu. L'oncle de sa grand-mère possédait les pouvoirs de la terre. Ils étaient perçus par les gens comme des êtres à part. Ils inspiraient à la fois le respect et la peur. Sans pouvoir le formuler en mots, elle sentait que cette crainte devant ses pouvoirs magiques contenait de la haine aussi. Elle voulait être normale, ordinaire, en autant que pouvait l'être la petite fille d'un shogun liée à plusieurs guerriers de haut rang de l'armée. C'était déjà assez lourd comme héritage. Le vieil oncle de sa grand-mère leur avait dit que les pouvoirs s'éveillaient autour de 13 ans, s'ils en avaient. Elle venait tout juste d'atteindre cet âge. Pour en avoir le cœur net, elle vérifia que l'attention était toujours dirigée vers son frère. Puis, elle se concentra sur son verre. Le thé vert ne fumait plus. La surface était claire et calme, comme le lac au matin. D'élégantes grues se posaient parfois sur l'étendue d'eau qui bordait la capitale, agitant le liquide d'une douce ondulation qui ressemblait à... Le thé vert réagit à sa pensée. Sans qu'elle ait levé le doigt, l'eau avait bougé comme si un oiseau s'y posait. Les ondes caressaient maintenant les bords du verre. Tatsumi serra les dents. Ses cheveux blonds, tellement pâles qu'ils étaient pratiquement blancs, comme ceux de son père, avaient donc un sens. Elle avait les pouvoirs de l'eau. Elle ne connaissait personne qui avait eu ces pouvoirs avant elle. Son père parlait rarement de sa famille perdue lors de l'invasion de la lointaine île qu'il avait fui avec sa sœur il y a bien longtemps. Elle respira calmement. Elle vivait au nord, loin de la mer, près d'un lac inoffensif, dans une capitale en paix. Jamais elle n'aurait besoin de tels pouvoirs. Elle n'avait qu'à taire sa découverte et sa différence resterait secrète. Tatsumi prit lentement le verre dans sa main droite et but une gorgée de thé vert, constatant qu'il était devenu froid. Le liquide passa difficilement à travers sa gorge serrée, mais elle s'efforça de contrôler ses sentiments. Elle avait maintenant tellement peur d'elle-même. Chapitre 1. La difficile succession. Lettre. Je suis le kami Inari. J'ignore pourquoi j'ai accepté d'écrire pour toi, vieil homme. Ta fréquentation prolongée et ta fin proche m'auront ému, je suppose. Tu voulais connaître l'histoire des kami. Impossible, je n'ai pas à t'en rendre compte. Mais il y a une part de notre histoire qui appartient à la vôtre. De cela, tu peux hériter. On m'appelle le Dieu renard. J'observe l'humanité de ces montagnes depuis bien avant l'établissement de la Cité du Sud que les humains appellent Minamito. Votre espèce possède une fureur de vivre que je trouve admirable, même si votre manque de culture me désespère. Parce que vous vivez le temps d'une étincelle, vous cherchez par tous les moyens à laisser une marque. Mais, et tu le sais mieux que quiconque, c'est chose vaine. Le futur ne retiendra que les gestes qui auront apporté l'espoir ou la misère, en oubliant les noms. Je suis Inari, le dieu renard. Un kami qui a fait ta rencontre alors que j'accompagnais cette jeune ninja qui brûlait de rage, une émotion qui m'attire comme la lumière un papillon. Alors que tu étais bien tranquille dans ton or lointain, elle devenait redoutable, parfois sauvée in extremis par ma bonté. J'apprécie observer le jeu de mes pions. Je m'arrange donc pour qu'ils restent en vie. Je n'ai jamais eu à faire cela avec toi, vieil homme. Tu fus si longtemps à mes côtés, et tant d'ères ont passé. Peux-tu toujours te targuer d'humanité? Je me demande. J'ai accepté d'écrire parce que c'est ton dernier vœu, et que ta passion de vivre un autre feu que celui de la colère, et qui me semble si étrange, ne s'est jamais éteinte. Ces mots seront ta façon à toi de marquer le temps, n'est-ce pas? Je ne suis pas idiot, vieil homme. Tu es tellement humain, finalement. Inali. Voilà. Alors, ce soir, nous allons continuer. On est un petit peu plus loin dans le chapitre 2.
Donc, chapitre 2 s'intitule Le mur au fil doré et on commence ici. Plus tard, dans l'après-midi ensoleillé, alors que Shiro levait les yeux des documents officiels répartis devant lui dans la bibliothèque où il aimait travailler, il remarqua que Tatsumi se promenait dans les jardins du palais, seul. Il la vit observer attentivement l'étang, aménagé pour former le caractère cœur, ce qui était visible du point de vue d'observation de l'empereur, mais pas des passants au niveau du jardin. Il se demanda si elle connaissait cette anecdote. Taku était à l'extérieur de la pièce en discussion avec un garde impérial, alors il en profita pour prendre une pause et la rejoindre. Elle remarqua tout de suite le blanc immaculé du kimono de l'empereur qui glissait dans les jolis sentiers. Tatsumi lui sourit, mais en s'approchant, Shiro perçut tout de suite que l'expression des yeux de la jeune femme restait trop sérieuse. Quelque chose la tracassait. Il demeura donc silencieux jusqu'à ce qu'il l'ait atteinte. Pendant un long moment, ils contemplèrent l'étang paisible devant eux. Les longues branches des saules vert tendre chatouillaient la surface à chaque souffle du vent. Shiro ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand il les rouvrit, il lui dit « Je suis heureux que le printemps ait chassé l'hiver. »« Oui, moi aussi. J'aime la neige, mais quand elle dure aussi longtemps, j'ai l'impression de perdre mes repères. »« Les couleurs sont toujours un peu les mêmes en hiver, » remarqua-t-elle. Il se tourna vers elle, mais Tatsumi garda les yeux fixés sur l'eau. « Tu savais qu'ils ont tracé l'étang pour qu'il ressemble au caractère cœur. » Elle le regarda enfin. « Non, je ne savais pas. » Le créateur du jardin m'a dit que c'était pour faciliter l'apaisement de l'âme. Ah. Tatsumi reporta son regard sur l'étang. Shiro lui demanda « Quelque chose te tracasse ?» Elle revint à lui et sourit encore, de ce sourire sans joie destiné à le rassurer. « Non, ça va. Simplement un peu fatiguée peut-être. Marcher dans ces paysages me fait du bien. »« J'en suis fort à aise, Tatsumi. » Il hésita un court instant, puis proposa « Si cela t'intéresse, Taku et moi, on se lève à l'aube pour aller marcher dans la montagne. Les paysages sont superbes. Tu aimerais nous y accompagner demain? » Cette fois, son visage s'éclaira réellement quand elle le regarda. « Oui, j'aimerais tellement. »« Alors on t'attendra? À demain, Tatsumi. »« À demain, Shiro. Merci. » Il sourit lui aussi. Il ne savait pas ce qui l'inquiétait, mais il n'avait pas besoin de l'apprendre pour trouver des moyens de l'apaiser. Le ciel se colorait de rose quand Tatsumi et Mikio, son frère, arrivèrent au palais, allant directement vers le pavillon privé de l'empereur et de Taku. Les soldats avaient été avertis et les saluèrent. Le dernier à les rencontrer fut Masaki, le chef des gardes impériaux. Il les fit patienter à l'extérieur et entra à l'intérieur du pavillon pour avertir l'empereur, qui ressortit avec lui, accompagné de Taku. « Oh, Mikio! Bonjour! Tu as bien fait de venir aussi. » Le plus jeune des jumeaux se tourna vers sa sœur heureux. « Tu vois, je te l'avais dit que je pouvais venir. » Shiro se mit à rire. « C'est que je sais que tu te sens seule sans elle. » Mikio fit la grimace, mais Tatsumi sourit à l'empereur. Taku les interrompit. « On y va? » Et ils n'attendaient pas leur réponse, entreprenant de marcher vers le nord pour rejoindre l'entrée du mont Arashi. Si le ciel au-dessus des pavillons impériaux était maintenant orange, dès qu'ils entrèrent dans les sentiers, la lumière diminua. Tatsumi porta attention au sol, qu'elle distinguait mal. Son frère ne parla pas non plus, impressionné par l'excursion très matinale qu'il faisait. L'empereur et Taku connaissaient cette partie du sentier, car ils y déambulaient vite. Les jumeaux les rattrapèrent alors que le chemin se divisait en deux. Shiro demanda « Préférez-vous aller vers le sanctuaire des monts où vos parents se sont mariés ou vers l'immense falaise qui offre une vue imprenable sur le soleil levant? » Mikio répondit « De la manière dont tu nous présentes ça, c'est la falaise qui semble la plus intéressante. »« Oui, la falaise. De toute façon, j'ai déjà vu ce sanctuaire-là, approuva Tatsumi. »« Très bien, moi aussi je voulais voir la falaise, confirma Shiro. »« C'était évident, lui dit Taku. Shiro rit un peu et se mit en marche, menant le petit groupe. Les arbres étaient de plus en plus chétifs de ce côté-ci. Les paysages s'ouvraient de temps à autre sur le lac et la capitale. L'empereur précisa « Je manque le risque pour qu'on arrive avant le lever du soleil jusqu'en haut, d'accord? » Et il se mit à marcher vite.
Shiro était grand. Ses enjambées étaient larges. Taku suivit sans peine, mais Tatsumi et Mikio étaient essoufflés de devoir effectuer cette course à travers les conifères. Tout à coup, ils débouchèrent devant un mur de pierre qui montait très haut vers le sommet. Tatsumi l'avait déjà vu du bas du mont, mais d'aussi près, il était vraiment impressionnant. Mikio laissa échapper une exclamation. Le mur faisait face à l'est, et les premiers rayons frappèrent la paroi qui se mit à scintiller de veines oranges. Les jumeaux réalisèrent que de minces cascades coulaient le long de la falaise, reflétant la lumière du soleil. Shiro confirma. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'eau doit venir de la neige toujours présente en haut, ou encore d'un lac au sommet, je ne sais pas trop. Mais regardez, regardez le soleil! Ils se tournèrent comme lui et admirèrent tous les quatre l'horizon se transformer, se teinter d'une lumière de plus en plus aveuglante. C'était magnifique. Tatsumi était hypnotisé par la beauté du paysage et ne remarqua pas que son frère revenait à la paroi, fasciné par l'impressionnant roc devant lui. Mikio se mit à grimper, curieux de voir s'il pouvait atteindre le sommet et répondre à l'interrogation de Shiro. Quand les trois autres constatèrent sa position, il avait déjà fait une bonne partie du chemin. « Mikio, descends tout de suite !» lui ordonna son grand frère. « Mikio, descends !» répéta Tatsumi. « Tu vas tomber !» s'inquiéta Shiro. Mais rien à faire. Le garçon continuait de grimper sans un regard en bas. Il n'en était pas à ses premières frasques. Il avait souvent fait peur à ses parents avec ses idées dangereuses. Il avait d'ailleurs accumulé quelques cicatrices à la suite de ses erreurs. Mais Tatsuki craignit tout à coup que celle-ci en soit une de trop. S'il tombait de la hauteur où il était arrivé, il mourrait à coup sûr. Ni Taku, ni Shiro, ni Tatsumi n'osa dire un mot de plus, sachant que leurs cris pouvaient atteindre Mikio et le surprendre, ce qui n'était pas une bonne idée. Ils étaient tous paralysés, regardant le garçon trouver des prises, monter encore et encore vers le sommet du mur immense. Il avait dépassé la moitié de la paroi quand la roche sous sa main droite lâcha. Ce que tous craignaient se produisit. Le corps du jeune homme se détacha et il se mit à tomber en criant. Tatsumi réagit avant même que sa pensée ne puisse l'arrêter. Elle leva les bras, faisant de l'eau des cascades orangées, de longs fils lumineux qu'elle broda sommairement pour former une coquille liquide qui arrêta la chute de Mikio, quelques mètres avant le sol. Les yeux immenses dans son visage, concentrés sur le cocon d'eau dorée, ses cheveux scintillant de lumière, elle fit descendre son frère. Elle lâcha son contrôle sur l'eau et la coquille se défit, mouillant Mikio, qui se releva doucement, la regardant sans être capable d'articuler un mot. La jeune femme porta les mains à son visage, réalisant qu'elle venait d'utiliser son pouvoir, ce pouvoir qu'elle ne voulait pas avoir, ce pouvoir qu'elle voulait garder secret, envers l'empereur en particulier. La peur dans les yeux, elle se tourna vers Shiro, le dirigeant de ce pays, celui qui devait penser à la sécurité de l'Empire avant sa famille. L'expression de l'homme passa de la stupeur à la compréhension. Ce fut Mikio qui parla le premier. « Tu as les pouvoirs de l'eau, Tatsu, et tu le savais? » La dernière note se cassa. C'était la première fois qu'il entendait une telle tristesse dans la voix du garçon. Il regarda sa sœur les larmes aux yeux. Cette brisure dans le ton de son frère chassa la peur de Tatsumi, qui le contempla aussi. « Pardonne-moi, Mikio, j'avais peur, je ne voulais pas... Ne rien dire, c'est faire comme si ça n'existe pas, tu comprends? » Il fit non de la tête et répondit « Même à moi? Tu n'as rien dit, même à moi? » Tatsumi ne trouva rien à répondre, comprenant le sentiment de trahison que son jumeau ressentait. Il s'était toujours tout dit. Quand elle avait pris sa décision, elle n'y avait pas songé, pensant simplement que c'était préférable que cela reste un secret caché en elle. Shiro, qui avait deviné qu'elle voulait dissimuler son pouvoir à l'Empire, expliqua. « Elle a confiance en toi, Mikio, mais elle craignait plus que tout que je l'apprenne. Ne lui en veux pas. Elle a utilisé son pouvoir pour te sauver après tout. » L'expression du jeune homme changea. Oui, elle venait de l'empêcher de tomber. Malgré la brûlure qu'il ressentait, sa sœur l'avait sauvé. Il ne comprenait toutefois pas pourquoi elle voulait éviter que l'empereur apprenne ce qu'elle était en mesure d'accomplir. « Mais pourquoi tu as peur?
Pourquoi n'es-tu pas fière d'avoir le pouvoir de la famille de papa? Tatsumi n'arrivait pas à parler, trop émue, trop effrayée. Shiro mentionna parce qu'elle craint de devenir une arme. Une arme? Mais... Ah! Mikio avait entendu les histoires de son grand-père Shogun, dévastant des armées avec son pouvoir du feu, enflammant toute une montagne pour anéantir l'armée du Sud, brûlant vif un traître condamné à mort. Il savait ce qu'on pouvait faire avec des dons aussi puissants. Il avait toujours été fier de faire partie d'une famille qui imposait le respect, car certains de ses membres avaient des pouvoirs. Ce qui voulait dire qu'ils avaient aussi à s'en servir contre d'autres personnes sous les ordres d'un dirigeant pour protéger un pays, une population. Il s'était fait l'image de son grand-père fier et triomphant devant l'armée mise à terre grâce à lui. Mais ce n'était peut-être pas ainsi que le shogun s'était senti en regardant les cadavres ennemis à ses pieds. Ce n'est probablement pas ainsi qu'on se sentait quand on prenait tant de vies humaines. Et Tatsumi l'avait compris avant lui. De la même manière que Tatsumi dans le jardin, Shiro sourit avec des yeux tristes. Tatsumi, je n'ai pas l'intention de me servir des pouvoirs magiques pour défendre le Hokkaido. Je veux que nous vivions dans un monde où ce n'est pas nécessaire. Alors on gardera tout ça secret, ne t'inquiète pas. Taku s'opposa. Mais voyons, Shiro, il faut en parler aux parents et il faut que Jiro sache, il faudra que... Non! L'empereur se tourna vers lui et il parla fort. Nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir qu'un trait de notre identité peut devenir un danger, Taku. Et aussi qu'on ne doit jamais dévoiler ce trait à la place de la personne elle-même, non? Je veux que tu respectes cela, je veux qu'on le respecte tous, c'est compris? Ses yeux se posèrent aussi sur Mikio, qui acquiesça immédiatement. Est-ce que cela te rassure un peu, Tatsumi? Elle hocha la tête faiblement, sans être tout à fait convaincue. Elle précisa. Je me sens comme un monstre. Mikio s'opposa cynique. Un monstre qui vient de sauver son frère! Elle lui sourit malgré elle. Mikio tapa du pied impatient. Et moi, je n'ai rien! Tu n'as pas encore fini ta croissance. Rien ne dit que tu n'auras pas de pouvoir, énonça l'empereur. Tatsumi l'avertit. Fais attention à ce que tu désires, Mikio. Tu pourrais l'obtenir. Ils remarquèrent que le ton habituel de la jeune femme était revenu. Elle leur sourit sans joie, mais sa peur avait diminué. Shiro et Taku s'engagèrent sur le chemin de la descente et Mikio appuya sa main sur le dos de sa sœur pour la rassurer. Il lui dit « Merci de m'avoir sauvée. » Elle le remercia en posant sa main sur la sienne, murmurant un sincère « Excuse-moi. » Il balaya ses mots en plaçant la main sur sa bouche, signifiant ainsi qu'il n'en parlerait plus, gardant le secret sur cet événement. Personne ne sut à quel point cette promenade matinale dans la forêt du Hokkaido venait de lier de manière très particulière ce petit groupe, car de nombreuses années passeraient avant que Tatsumi ne révèle publiquement son secret. Lettre de Midori, qui est la grand-mère de Tatsumi. Quand j'ai rencontré Tatsuke, donc le grand-père, tu sortais victorieux de la guerre. Mais tu faisais des cauchemars toutes les nuits, te réveillant en criant, effrayé de ce que tu avais dû faire. Tu as tellement peur quand notre fille aînée Aki a hérité de ton don. Tu connaissais mieux que quiconque le prix à payer pour ceux qui ont le potentiel de tuer ainsi. Notre petite fille s'appelle Tatsumi. J'aurais aimé que seul son nom rappelle son lien avec son grand-père. Mais les Kami lui auront donné la possibilité d'agir avec un pouvoir, elle aussi. Il est moins éclatant que le tien, mais tout aussi puissant, ce qui veut dire qu'elle devra faire des choix difficiles, mon amour. Elle aura besoin de quelqu'un pour l'accompagner et soulager sa souffrance. C'est peut-être pour cela que les dieux les ont fait naître jumeaux et qu'ils ont préparé un don si particulier pour Mikio. Et je ne pouvais pas ne pas faire parler Inari, bien sûr, le Kami sur la couverture, qui voulait dire quelques mots. Donc, je vais au chapitre 4 pour vous lire l'une de ses lettres. Le pouvoir du feu est le plus visible, le plus destructeur. Les porteurs de ce pouvoir ont souvent été incontrôlables, se détruisant entre eux, ce qui explique pourquoi ils étaient si peu nombreux. Entre les mains des faibles, le pouvoir du feu permet de trop puissantes possibilités. Le jeune Tatsuke a reçu une bonne éducation de son père, mais il a été témoin des guerres intestines de son clan et bientôt il ne resta plus que lui comme héritier. Il aurait préféré que ce pouvoir ne soit jamais transmis. Mais sa fille Aki le posséda aussi, légende détestée au sud. Le pouvoir du vent était fort utile pour calmer les tempêtes.
Mais les utilisateurs ont toujours eu du mal à contrôler les courants invisibles. L'empereur du Sud, qui utilisa le dernier héritier du vent pour s'opposer à Aki, puissante descendante du feu, a prouvé à tous son imbécilité. Pas étonnant qu'il fût exécuté par la populace après la défaite. Il ne méritait pas mieux. Le vent contre le feu. Il faut être complètement incompétent pour agir ainsi. La transmission héréditaire de la lignée impériale crée de bien étranges dirigeants. Le pouvoir de l'eau, quant à lui, est celui qui semble le plus inoffensif, mais c'est à mon sens le plus féroce. Les héritiers réunis sur l'île d'Ossa étaient intelligents, des tacticiens hors pair, capables de saisir les occasions pour se glisser dans les failles, à l'image de l'eau qui érode doucement. Ils préféraient utiliser leur puissance de cette façon discrète, mais ils pouvaient, à l'occasion, être capables des pires violences. Allié à la mer-océan, le pouvoir de l'eau est sans limite. Tatsumi en aura fait une démonstration inoubliable, tu te souviens? L'histoire se rappellera du geste, même si tous ont oublié le nom. La terre, cher vieil homme, c'est le pouvoir que tu connais le mieux et que tu auras détesté si longtemps. Et pourtant, c'est aussi l'un des miens, et c'est celui qui t'aura permis de rester témoin de l'histoire. Le sage guérisseur Naoki a assuré la survie de plusieurs personnes grâce au pouvoir de la terre. Heureusement, tu as compris maintenant que c'est le pouvoir qui rapproche le plus des dieux. Inari. Ce soir, on va faire un petit peu de musique aussi. Ça va être un peu particulier. Normalement, à cette heure-ci, j'ai mon oncle qui me suit pratiquement tout le temps, qui fait des commentaires. Et mon oncle est décédé hier soir. Donc, ce soir, la musique va être un peu différente. Ça va être une musique en l'honneur de mon oncle Martin, qui est décédé hier soir à la Malbaie. Donc, alors, je vais y aller pour la lecture publique, puis ensuite, la musique. Mikio, aide-moi! Détache le nœud dans mon dos. Ouf! Merci. Ah, il y en a un autre. Raja Tatsumi qui tentait de défaire les 12 couches de son kimono d'apparat solidement attachées sur elle. Tatsumi détacha la large ceinture pendant que Mikio cherchait les nœuds cachés. Ils réussirent à retirer la première épaisseur de soie. « Ah! Ne les laisse pas au sol quand même, Tatsu! Tu connais la valeur de ces pièces de tissu! »« D'accord, ici alors, concéda sa sœur qui lui montra une boîte de bois où Mikio déposa le kimono plié tant bien que mal. Il retourna vite à sa sœur qui continuait à chercher les façons de défaire l'habit. Elle avait les joues rouges, la sueur coulait sur son front. « Attends, ne tire pas comme ça! » Mikio trouva le nœud et le dénoua, puis une autre couche se libéra. « Donne-moi ce ruban, je vais l'utiliser pour attacher mes cheveux. Je n'en peux plus, exigea Tatsu. Elle utilisa le ruban sans couleur précise et en servit à faire tenir l'un de ses kimonos pour retenir haut ses longs cheveux platines. Quand ce fut fait, elle prit une grande inspiration et soufflait. Mikio avait trouvé le truc, et 2 autres couches de kimono rejoignirent le premier sur le banc de bois. « Je ne peux pas croire que maman ait pensé à te faire revêtir ton hakama sous le kimono. » Ah, elle m'a assuré que 13 couches ne feraient pas de différence et que je la remercierais plus tard. Ah, elle a tellement raison. Je n'aurais jamais supporté de marcher toute la journée à petits pas dans cette prison de vêtements. Les kimonos sont magnifiques, mais cette version de 12 couches est un peu extrême. Enfin, j'étais bien contente ce matin parce qu'il faisait très froid. Dire que je pensais impressionner les nobles du Sud. Mikio lui jeta un coup d'œil concédant. Ils sont si voyants, avec leur magnifique tissu, la discipline de leurs soldats. Tellement! Je n'ose imaginer la richesse de leur palais, maintenant que j'ai vu leurs vêtements. Son frère partit poser 2 autres kimonos sur le banc, puis revint. Avant la guerre civile qui a ravagé leur pays, le Sud était plus riche que nous, hein? Et avec leur douce température, tout pousse mieux chez eux. Et ils ont pillé allègrement le gaikoku, rappela Tatsumi. Ils échangèrent un regard entendu. Tatsumi aida ensuite son frère à défaire les derniers liens, puis elle défroissa les plis de son hakama orangé, resté caché sous les couches de soie du kimono, bénissant sa mère d'avoir pensé à son confort. Il n'était pas possible de retourner au campement pour le moment, il fallait attendre les autres kagi. Alors aussi bien flâner dans la ville, en hakama avec son frère. Bon, on ne peut pas laisser ton kimono ici. Je vais aller le donner à l'un des gardes qui pourra l'attacher sur un cheval pour le retour. Tu es un amour, Mikio, merci. Je vais t'attendre dehors, cela va me rafraîchir. Mikio plaça les kimonos dans un large tissu et réussit à prendre le lourd paquet dans ses bras. Tatsumi lui tint la porte ouverte. « Mais ça pèse lourd, cette chose! »
Aussi lourd qu'une armure, mais sans me permettre de bouger, lui répondit sa sœur. Tu veux que je t'aide? Non, non, reste ici, tu l'as assez porté. Par tous les camis. Il marcha lentement en direction de la place centrale, voyant à peine au-dessus de son paquet. Pour que Tatsumi puisse se changer, ils avaient emprunté une maisonnette vide, un peu en retrait, appuyée contre le sentier qui menait à la montagne. Elle s'appuya contre la bois de la porte, profitant des rayons du soleil de l'après-midi. La sueur sécha lentement sur son corps. Tout était calme ici. Elle remarqua un éclair doré à travers ses yeux entr'ouverts. Elle fouilla du regard la forêt, où elle avait détecté le scintillement, et remarqua le déplacement d'un enfant sur le sentier du sommet. Mais que faisait le petit prince dans la montagne? Ne savait-il pas que cette saison était dangereuse pour une randonnée dans les monts? À 12 ans, on n'était pas toujours prudent, se souvint-elle en pensant à Mikio, qui était encore aussi téméraire. Agile, elle courait à la suite du garçon, heureuse d'avoir retrouvé sa mobilité. Toutefois, l'inquiétude prit rapidement le dessus. Elle n'avait aucune arme. Ayant refusé la proposition de sa mère de cacher une dague le long de sa cuisse droite, elle le regrettait maintenant. Elle se dit qu'il y avait plusieurs branches tombées au sol et que cela pouvait servir d'arme improvisée en cas de nécessité. Mais elle n'était pas encore très habile avec un bâton. Le petit prince avait un peu d'avance, mais elle était plus grande que lui et plus à l'aise avec son hakama. Alors elle le rattrapa, l'apercevant au détour suivant. Elle marcha plus vite, ne tentant pas de cacher sa présence, même si ses pas étaient légers sur les racines du sentier. Il finit par se rendre compte qu'il était suivi et il se retourna brusquement, dégagnant son arme. Elle remarqua qu'il tenait bien la lame, au contraire de plusieurs enfants de cet âge. Le futur empereur du Sud était adéquatement entraîné. Mais comme c'était une véritable lame, elle s'arrêta, levant les mains pour l'apaiser. Elle dit doucement « Mes excuses, prince Chu, mais il n'est pas sécuritaire de parcourir les montagnes seul. » Il baissa son arme et répondit « Ah, je vous reconnais. Vous êtes la dame aux cheveux d'argent. » Il avait encore une voix d'enfant, aiguë, mais Tatsumi sourit en entendant la description qu'il venait de faire d'elle. Elle précisa « Tatsumi Kagi, enchantée de vous rencontrer. On me dit plus souvent qu'ils sont d'or, remarqua-t-elle en désignant ses cheveux attachés. J'ai déjà vu des cheveux d'or, mais c'est la première fois que j'en vois qui rappellent la lune. Le sourire de Tatsumi s'élargit. Vous êtes un peu jeune pour être aussi charmeur, prince. Eh bien non, Il rougit et Tatsumi se mit à rire franchement devant son malaise. Il finit par se joindre à elle et l'atmosphère se détendit. Toutefois, Tatsumi redevint plus sérieuse en notant les traces de griffes sur un pain à proximité. Nous devrions redescendre, prince. Oh! Il avait une telle déception dans la voix du garçon qu'elle l'interrogea. Pourriez-vous m'éclairer? Pourquoi êtes-vous parti seul ainsi? Elle le regarda comme s'il l'évaluait, puis il répondit avec une touche de passion dans la voix. Je voulais voir la neige. La neige? Je me doute bien que vous y êtes habitué, mais c'est la première fois que je viens si loin au nord et que je vois les sommets enneigés. C'est incroyable alors qu'on est en été. Je voulais y toucher, voir les flocons. C'est ainsi qu'on les appelle. Tatsumi avait souri en entendant la raison si simple mais tellement adorable de la sortie du jeune prince. Elle répondit oui, on les appelle des flocons. Mais il faut monter très haut pour voir la neige à cette saison, vous savez. Et il fait pourtant tellement froid depuis ce matin. Le prince leva les bras sur son kimono doré et Tatsumi précisa sans aucun doute, il fait froid aujourd'hui. Même pour les gens de la capitale, ce fut un choc. Est-ce qu'il va neiger? Répondit-il d'un ton passionné. Non, rétorqua-t-elle avec le sourire, étonnée que le prince soit si semblable aux enfants de sa sœur. Ce matin, il avait participé à la cérémonie avec autant de grâce que son père, comme s'il était lui-même l'empereur. Mais sous son visage officiel, il était un enfant curieux, voulant découvrir la neige. Et qu'elle venait de décevoir avec sa réponse, nota-t-elle en voyant le petit visage se renfrogner. Tatsumi pointa le ciel. Pour qu'il neige, il faudrait qu'il y ait des nuages, prince. Ah, c'est vrai. La neige est en fait de la pluie gelée, je l'ai appris. Son désir de ne pas avoir l'air ignorant paraît encore plus mignon à Tatsumi, qui approuva. Mais c'est plus joli que de la pluie gelée. Il leva les yeux vers le sommet blanc, si loin, encore plus déçu de ne pouvoir l'atteindre. Une idée frappa Tatsumi, qui hésita un bref instant avant de s'avancer vers le prince. Elle prit la petite main dans la sienne. Quand il la regarda, le prince Chu réalisa que Tatsumi était beaucoup plus grande que lui. De sa hauteur, elle lui sourit et murmura en pointant le ciel bleu.
Les kami exercent parfois les vœux. Le garçon leva les yeux et ouvrit la bouche, muet de stupeur. De nulle part, de minuscules flocons volaient doucement jusqu'à eux, gracieusement bousculés par les souffles du vent. Le soleil les faisait scintiller comme des fleurs d'argent. Ils se posaient sur eux, se fixant un instant sur le tissu avant de fondre à cause de la chaleur des corps. Le prince Chu tendit la main, accueillant les chatoyantes étoiles de neige dans sa paume ouverte, mystifié de les voir devenir de minuscules gouttes d'eau transparentes. Le visage illuminé, il dit à Tatsumi: « En fait, vos cheveux ne sont pas comme la lune, ils sont comme de la neige au soleil. » Le sourire de Tatsumi s'agrandit et elle serra la petite main. Le bref miracle s'interrompit bientôt, la neige cessant de tomber, et le prince ferma les yeux en respirant profondément. Ce pays est magique. Tatsumi perdit son sourire et lâcha la main, détournant le regard. Venez, il ne faut plus s'attarder. Mais pourquoi? La phrase interrompue fit lever les yeux à Tatsumi qui comprit immédiatement la raison de la paralysie du garçon. Devant eux venaient d'apparaître deux oursons avec leur mère. Immense, noir, manifestement énervé par la présence de ces humains sur son territoire. Dans la tête de Tatsumi, les réactions possibles s'additionnèrent, mais elle comprit tout de suite que le plus grand danger était les réactions du petit prince qui commençait à ressentir la panique. Alors qu'il s'apprêtait à se retourner pour fuir en courant sur le sentier qui descendait, elle accrocha vivement le col de son kimono, le soulevant vers le haut en dictant « Aucun geste, prince !» Sa voix avait été calme mais ferme. Le jeune Chu se mit à trembler. Elle le sentit en posant la main sur son épaule, l'appuyant fort contre elle. Tatsumi parla sur un ton monocorde, sans trace de peur apparente. L'ours vient de sortir de son hibernation avec ses deux petits. Elle a faim, ses bébés aussi. Elle ignore si nous leur voulons du mal. Pour éviter de l'énerver, il ne faut faire aucun geste brusque. Il ne faut pas courir. On lui confirmera ainsi que nous sommes un risque. Et elle court beaucoup plus vite que nous. Beaucoup plus vite. Tu me comprends, Chu? Sans le réaliser, elle s'était mise à tutoyer le garçon dans l'urgence. Un léger signe de tête confirma à Tatsumi qu'il l'écoutait attentivement. L'ours semblait agité. Elle se déplaçait de droite à gauche, s'approchant d'eux, suivant les bébés qui s'étaient avancés sur le sentier. Maintenant, nous allons arrêter de la fixer dans les yeux. Regarde juste à côté ou sur le sol. Puis nous allons reculer un pas à la fois, doucement. Je continuerai de te parler juste pour la calmer, elle aussi. Ils firent un pas en reculant. Tatsumi chercha quoi dire. C'est bon, encore un pas de Chu. Et puis, je ne sais plus quoi dire. C'était vraiment une mauvaise idée de vouloir te promener dans les sentiers, hein, Chu? Maintenant, tu me crois? Mais tu fais ça comme un grand, c'est parfait. Allez, encore un pas. Tu vois, elle n'approche plus, c'est bon. On est encore un peu plus loin. Encore, encore. Tatsumi sentit un immense frisson parcourir le corps du garçon et elle précisa: « Si elle attaque, je pourrai te protéger. Ne t'en fais pas. Je déteste cela, mais je peux être puissante comme ma mère. » Là, terrible. À qui? Réussit à dire le prince. Ah, c'est ainsi que vous l'appelez? Oui, ma mère peut être terrible, je te le concède, mais je n'aurais pas dû te dire que je suis puissante, évidemment, c'était... Voilà, un pas encore, tu vois, on est de plus en plus loin. L'ours ne bouge plus. Elle nous regarde, mais elle n'est plus aussi agitée, c'est bon signe. Ils se turent et continuèrent à descendre à reculons jusqu'à ce que plusieurs minutes aient passé sans que la famille de l'ours soit en vue. Quand Tatsumi jugea qu'ils étaient suffisamment loin, elle desserra son étreinte sur le prince et lui prit la main. Ils se retournèrent pour marcher d'un pas plus rapide sur le sentier en pente. À travers les arbres, ils commencèrent à apercevoir la ville. Tatsumi s'arrêta et lâcha la main du garçon qui la regarda avec hésitation. Puis il s'agenouilla devant elle avec toute la grâce qu'elle l'avait vu utiliser ce matin-là. « Je vous suis redevable de ma vie, Tatsumi Kagi. Que puis-je vous accorder pour vous avoir mise, vous aussi, en danger? » Elle sourit devant sa formalité. Elle se pencha pour lui prendre la main, le forçant à se relever. Un simple merci aurait été suffisant, votre majesté. Non, non, je dois vous rendre la faveur, je vous en prie, insista-t-il. Tatsumi perdit son sourire, se rappelant les mots qui lui avaient échappé dans la montagne. Alors ne dites jamais que ce que je vous ai confié pour vous rassurer. Que vous êtes puissante comme votre mère? Oui, ce n'était que des mots de toute façon, je ne pourrai jamais savoir si c'est vrai. Il sourit et la rassura. Dans mon pays, il y a plein de secrets. Les adultes s'amusent à les collectionner. Alors je serai honorée d'être le gardien du vôtre, princesse aux cheveux de neige. Elle retrouva le sourire. Vous êtes un poète, en fait, votre majesté. Merci pour tout, Tatsumi. Allez, retournez dans votre pays de soleil et revenez nous visiter en plein hiver si vous êtes courageux. Chu rit, puis s'inclina une dernière fois avant de partir.
Elle attendit qu'il soit sorti de la forêt et qu'il ait rejoint les premières habitations. Qu'avait compris le prince? Devait-elle lui faire confiance? Et même si elle n'en était pas sûre, que pouvait-elle faire? Si le Nankaido apprenait qu'elle avait des pouvoirs, qu'est-ce que cela changerait? Elle se rappela le petit visage illuminé de joie quand il avait vu les flocons. Elle choisit de lui faire confiance. Il garderait sans doute précieusement le souvenir de cette aventure dans les montagnes. Tatsumi sortit des bois en marchant d'un pas léger, heureuse de cette rencontre imprévue. Elle rejoignit son frère qui la cherchait en ville, et ce fut le seul qui sut comment d'autres liens entre le nord et le sud avaient commencé à se nouer. Voilà. Normalement, les jeudis, je vous lis un poème. Il y a aussi des poèmes dans ce livre qui ont été mis en calligraphie japonaise, je vais vous montrer, par mon ami Teramoto Shouho de Kyoto, qui les a écrits sur du papier de riz. Magnifique calligraphie. Donc, ces poèmes sont intégrés en version intégrale japonaise, mais aussi en traduction française. Mais ce soir, la musique sera particulière. Ce sera une musique en français pour faire honneur à mon oncle Martin, qui est décédé hier soir. Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, deviennent des rivières, moi, je t'aime, moi, je t'aime. Pendant que le soleil, plus haut que les nuages, fait ses nuits et ses jours, pendant que c'est pareil, continuent les voyages, chargés de leur amour. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant que les grands vents imaginent des ailes au coin secret de l'air, pendant que le soleil blanc au sable des déserts dessine des margelles, moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant que les châteaux en toutes nos Espagnes se font et ne sont plus, pendant que les chevaux aux cavaliers perdus traversent des montagnes, moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant qu'un peu de temps habite un peu d'espace en forme de deux cœurs, pendant que sous les temps la mémoire des